Bien, bonsoir à tous et bienvenue donc dans ce petit espace temporel pour parler de droit et de démocratie. Merci à Christian d'avoir initié cette conférence. Je le remercie à la fois parce que c'est une opportunité de parler, et donc je trouve que c'est une bonne chose. Et puis c'est une opportunité pour moi aussi de faire chaque fois évoluer ma pensée sur ce genre de sujet, puisque ça fait pas mal d'années que je travaille sur droit et société. Et donc tout ce que je vais raconter ce soir, ce sera à la fois en forme de synthèse, mais en même temps aussi en forme d'évolution de différents travaux que j'ai menés ces dernières années, que vous pouvez d'ailleurs retrouver pour beaucoup sur mon site internet, qui s'intitule ledroitdelafontaine.fr. Donc alors c'est une forme de publicité, mais en réalité c'est simplement pour signifier qu'il y a un prolongement constant et on va dire une pensée en train de se faire. Alors droit et démocratie au temps du Covid-19. Alors voilà bien des termes, droit, démocratie, au sens évocateur particulièrement puissant, et singulièrement s'agissant du terme de démocratie. Un terme à la bannière duquel tout le monde, presque, sans vouloir se rallier, qui n'est pas pour la démocratie, même si tous et chacun nous n'y mettons pas chaque fois la même chose. Et à propos du droit, s'il concerne tous, il semble être lui aussi vécu assez différemment. Chacun envisage ce qu'il est, chacun envisage son rôle de manière différente. Le chemin donc s'annonce particulièrement difficile. Alors, en tout cas, je peux commencer par vous dire que je ne vais pas prendre les termes de droit et de démocratie comme des idéaux à poursuivre, mais seulement en tant qu'ils désignent quelque chose qui se produit aujourd'hui. Nous disons communément que dans notre société, il y a du droit. Nous disons, même parfois pour en signifier toutes les insuffisances, que nous sommes des démocraties. Donc droit et démocratie sont des termes qui sont à comprendre à partir de ce qui se passe effectivement dans notre société, en prenant tout de même comme point de départ, à minima, que le droit correspond à un ensemble de règles qui structurent notre société par des obligations, et que la démocratie, elle, implique que l'ensemble des membres du corps social sont concernés et investis par et dans la décision publique, que ce soit par l'élection ou par autre chose. Alors de ce point de départ, à minima, je ne vais pas vous proposer une utopie, un pays imaginaire où tout se passerait bien, ni même à l'inverse une dystopie, un pays imaginaire épouvantable, donc où rien ne se passerait bien, mais je vais essayer de vous proposer le récit d'une société que je considère comme bien réelle, et où les termes de droit et de démocratie ne sont pas seulement des notions vagues, ne sont pas seulement des notions évolutives qui seraient utilisées par des intellectuels, mais recouvrent ou masquent des réalités sur lesquelles, je crois, il faut être clair si on veut vraiment en discuter. C'est ainsi qu'en mettant en lien droit et démocratie, en tant qu'ils sont les credos de notre organisation contemporaine, on peut, je crois, être renseigné sur la marche réelle des choses, sur la marche du monde et des hommes. Et on peut avancer ainsi sur l'intelligibilité du monde, pour ceux au moins que ça intéresse. Alors cette mise en lien, c'est le cœur de mon propos. Alors que souvent, au contraire, on réfléchit au droit, on réfléchit à la démocratie, non seulement de manière idéalisée, mais surtout de manière séparée. Et ne serait-ce qu'académiquement, il y a les penseurs du droit d'un côté, et il y a les penseurs de la démocratie de l'autre. Et je crois que cette manière de faire m'empêche fondamentalement de comprendre ce qui se passe.
Et d'ailleurs, on peut savoir une chose et une autre sans jamais les mettre en lien et sans jamais faire apparaître ce qui ainsi demeure invisible. Parce que les liens, ça ne nous est jamais donné. Un lien, ce n'est pas une chose matérielle, c'est presque de l'ordre apparemment de l'indicible, et ils peuvent rester largement inaperçus. Le travail d'analyse, mon travail d'analyse, consiste donc à essayer de les identifier, ces liens, et à essayer de les rendre donc visibles. Si donc je veux parler du droit et de la démocratie ensemble, je dois mettre en lien les différents phénomènes et réalités auxquels ces deux termes renvoient. Ce sont les hommes qui sont concernés, seuls ou en groupe. Les hommes, donc, avec leur constitution physique, avec leur psychologie, avec leur mode de vie, avec même leur sexualité. Autant de choses qu'il ne faut pas mettre à part de la compréhension de ces deux phénomènes qui semblent impliquer tous les hommes, le droit et la démocratie. Ce sont des obligations, bien sûr, auxquelles le droit renvoie tout type d'obligations, de la déclaration de naissance à l'interdiction du meurtre, en passant par les obligations d'hygiène en entreprise. Ce sont des obligations, mais ce sont donc aussi, puisqu'il s'agit d'hommes, le sentiment de ces obligations. Ce sont les conditions, les origines de ces obligations. C'est enfin une manière de comprendre le tous, constitué par l'idée de peuple, présente dans le terme de démocratie. Le rapport de tous à l'un et le rapport de l'un à tous, etc. Ces éléments, dont on pourrait faire presque une liste infinie, forment un assemblage dont l'observation ne peut relever que d'un certain volontarisme, car d'habitude, plutôt pensé séparément. Alors je vais évoquer beaucoup de choses, en souhaitant que tout retombe à peu près à sa place, au moins dans la durée. Droit et démocratie au temps du Covid-19 devient ainsi dans quel rapport se trouve le droit, la démocratie et les hommes qui le concernent, et que dire spécifiquement de ces rapports au temps du Covid-19. Alors plusieurs temps vont être nécessaires pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur ces rapports. D'abord, du droit à la démocratie, on va voir que pour notre époque, il n'y a pas loin. Il n'y a pas si loin. La plupart du temps, le droit est pensé comme une extériorité par rapport à nous. Quelque chose qui nous concerne, en ce qu'il constitue autant d'obligations dans notre vie, mais qui ne nous concerne pas en tant que nous ne le faisons pas. Formellement, c'est vrai, le droit est fait des autorités que nous ne sommes pas. Le Parlement, le gouvernement, les juges, les administrations. Le droit serait ainsi l'expression d'un pouvoir auquel nous sommes pour l'essentiel étrangers. Pour autant, cette manière de penser souvent spontanément, intuitivement le droit comme une extériorité fait l'impasse sur beaucoup de phénomènes. D'abord, quand le droit nous arrange, quand il paraît correspondre à nos intérêts, à nos aspirations, nous nous en faisons souvent bien les meilleurs agents. Ainsi, évidemment, nous profitons des avantages qu'il fait naître, qu'il s'agisse d'une prestation particulière ou d'obtenir justice contre un autre. Ensuite, quand le droit ne nous arrange pas, qu'il paraît même s'appliquer à nous durement, eh bien, ça ne signifie pas pour autant que nous y soyons étrangers. Car, faut-il le rappeler, personne n'a dit que nous ne faisons toujours dans notre vie que du bien. Souvent même à notre corps défendant, nous nous infligeons des traitements, des obligations auxquelles personne ni le droit ne nous oblige, seulement le sentiment que nous y sommes obligés. En étant un peu attentifs, il y a beaucoup de choses que nous faisons auxquelles nous ne sommes pas obligés. Nous faisons 3 ou 4 repas par jour. Nous faisons un ménage au complet quand quelqu'un vient nous voir. Nous voyons nos parents, même quand nous ne les aimons pas beaucoup.
À l'inverse, quand nous savons que quelque chose nous fait du bien, eh bien nous ne le faisons pas toujours. Faire une marche à pied, peindre, ne pas trop boire, faire l'amour. Or, tout cela fait notre quotidien. Et ce sont les quotidiens assemblés qui, en réalité, font société. À l'échelle collective, le droit et le pouvoir relèvent aussi de ce que nous faisons. Et il ne s'agit pas toujours que de nous faire du bien. Je réserve pour le moment la question de la violence et l'usage de la violence comme facteur d'acceptation d'une règle. Mais en attendant, on peut constater que dans notre quotidien, ce que nous formulons comme un réflexe, c'est-à-dire des sentiments qui se présentent à nous comme spontanés, parfois comme du bon sens, eh bien ces sentiments trouvent bien plus souvent qu'on ne l'imagine une expression, une transcription dans le droit, sans que nous fassions toujours le lien entre les deux, et sans hélas non plus toujours en saisir les conséquences. Par exemple, nous avons eu tendance, sans doute par l'effet de ce que la figure de Dieu s'est affaiblie dans ce qui nous fait tenir et agir, à imputer des événements négatifs à une autorité a priori extérieure à nous, et à en réclamer une responsabilité, monnayable ou non. Ainsi, puisque d'un enfant qui tombe dans une cour d'école, il pourrait se déduire que l'établissement scolaire est responsable, eh bien la règle est désormais dans nombre d'établissements, et singulièrement à Paris, une ville que je connais bien, eh bien que les enfants ne sont plus autorisés à jouer dans la cour un jour de pluie, parce que le sol est glissant. L'un emporte l'autre. Au nom donc de la responsabilité induite par notre faculté à imputer un dommage à ce qui nous paraît extérieur, donc immaîtrisable, nous avons réussi à réduire légalement certains de nos espaces de vie. Et les exemples en la matière pourraient être cumulés, qui ne sont pas que des exemples, encore une fois, parce que bout à bout, ils font notre quotidien. Et nous ne faisons pas souvent le lien. À partir de là, on peut comprendre que le plus souvent, le droit ne fait pas que naître dans la tête de quelques technocrates qui imposeraient leur vision particulière, hors de toute considération humaine. C'est d'ailleurs la définition que donne le Larousse du technocrate, un expert qui fait primer les considérations techniques sur les considérations humaines. Mais nous-mêmes, nous avons des pensées séparées sur les choses. Et nous ne faisons pas, nous ne voulons pas faire de lien qui nous obligerait à comprendre les choses humainement. Si nous voulons un responsable, nous ne prétendons pas en même temps vouloir, ce faisant, réduire un espace de vie, non. Et pourtant, c'est ce qui arrive par l'effet de ce que nous demandons et qui suppose la réponse la plus acceptable possible pour la collectivité. On ne fait pas jouer les enfants dans la cour un jour de pluie, parce que c'est la réponse la plus acceptable. On ne peut pas mettre tous les directeurs d'école en prison si les enfants se blessent. On ne peut pas non plus même instituer un fonds d'indemnisation, ça ne suffirait pas pour apaiser les familles, du moins pas toutes les familles, et ça amputerait d'autant le budget des écoles. Donc, il vaut mieux ne pas faire jouer les enfants dans la cour d'école les jours de pluie. C'est la réponse la plus acceptable possible pour la collectivité, que les enfants ne se blessent pas, mais ainsi nous faisons en sorte toujours de réduire nos espaces de vie. Ça n'est pas par la fatalité d'une norme qui s'impose à nous, c'est bien par nos demandes répétées que nous le faisons. Il est donc plus rare que nous ne le pensons que nous ne nous retrouvions pas, un peu au moins, dans le droit qui concerne notre communauté sociale, même si nous ne l'avouons pas toujours. Nous pouvons d'ailleurs nous l'avouer, car en pensant le droit comme une extériorité, nous voulons aussi le penser comme une entité relativement hermétique à nos imperfections. Ça nous rassurerait presque. Le droit est souvent présenté comme un ensemble cohérent, alors qu'il ne l'est pas, voire comme une objectivité. On prétend ainsi faire avec le droit, qui est un produit de la volonté humaine, mieux que ce que l'homme fait déjà de lui-même. Cette quête infinie de faire mieux avec le droit ce que l'homme ne pourrait faire seul, illusoire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais
on peut garder à l'esprit que cette manière de voir aboutit, par exemple, et logiquement en fait, à chercher dans la science et la technologie la source de nos décisions. Puisqu'on recherche par là une forme de rationalité parfaite, une absence d'erreur, ce qui est une croyance, quand on y réfléchit bien, qui n'est pas tellement rationnelle. En tout cas, dans ce mouvement se conforte l'illusion de la séparation du droit, du collectif et de l'individuel, sans apercevoir que notre mode de vie accompagne si souvent le mouvement du droit et du collectif, et inversement. Individu, collectivité et droit ne peuvent se comprendre que comme enchevêtrés, et qui plus est, ce qui rajoute une difficulté, comme un vécu spécifique par chaque individu. Je peux déplorer ou me plaindre de l'ubérisation du travail, ce phénomène qui consiste à précariser des travailleurs sans leur apporter aucune garantie sociale. Mais commander un taxi Uber parce que je veux sortir jusqu'à 3 h du matin et qu'à cette heure-là, il n'y a plus de métro à Paris. Ou commander un repas qu'un chauffeur-livreur précarisé me livrera parce que j'ai eu la flemme de faire des courses. Je peux habiter à la campagne au nom d'un retrait volontaire de ce monde capitaliste et commander mes livres sur Amazon parce qu'ils vendent souvent moins cher, livrent rapidement et qu'il n'y a pas de librairie à moins de 30 km. Je peux déplorer la pollution des villes et utiliser ma voiture pour un oui, pour un non, parce qu'il pleut, parce que je dois transporter des choses, parce que je n'ai pas le temps de faire autrement, ou simplement parce que je trouve ça plus commode. Je peux me plaindre des effets délétères du capitalisme et louer un logement dont je suis propriétaire suffisamment cher pour que je puisse tirer plus tard profit de la revente de mon bien, parce qu'il s'agit pour chacun de faire sa place au soleil. En bref, pour différents motifs, légitimes ou non, il y a toujours moyen de participer au fonctionnement d'une société dont nous déplorons pourtant très souvent le fonctionnement et les effets. Et dans ce fonctionnement et ses effets, il y a le droit. Si Uber peut ainsi précariser les gens, c'est qu'il trouve appui dans le droit, et que le droit lui-même trouve appui dans le social. J'ai dit que je parlerai plus tard de la violence, mais ici je peux dire que les lois permettant la précarisation n'ont pas été prises par la violence physique, ni ne s'imposent par la violence physique, même si leurs effets sont très violents. Uber et les entreprises du même type, les entreprises de plateforme, trouvent certes des travailleurs qui ne disposent d'aucun droit véritable, mais surtout trouvent des utilisateurs en masse. En ce sens, le droit, même de manière non visible, et c'est un problème du droit qu'il soit très souvent invisible alors qu'il est là partout, eh bien, se trouve très souvent validé socialement et serait ainsi presque en état démocratique. Et oui, s'il est l'affaire de tous, le droit, personne n'échappe au droit, il est effectivement agi par tous. Pour la période contemporaine et dans un pays comme la France, il n'y aurait donc pas loin du droit à la démocratie. Second temps, celui du droit et de la démocratie en période de pandémie, en passant par les hommes qui la vivent. Un second temps qui va nous amener à pointer ce qui fait le fond de la démocratie à partir des modes de justification de la décision publique. La période qui commence avec l'émergence de la pandémie semble marquer encore plus ce caractère du droit comme étant l'affaire de tous, d'autant que cette fois il apparaît beaucoup plus visible. Même si toutes les mesures ne sont pas toujours connues, ni dans leurs principes, ni dans leur exactitude, le droit en période de pandémie a été plus visible et plus discuté qu'à l'accoutumée. De fait, les mesures prises à travers le monde par les différents gouvernements pour gérer la pandémie ont souvent été inédites dans leur ampleur, comparables soit à des périodes de guerre, soit à des régimes totalitaires et violents. Restriction massive de la liberté d'aller et venir, de se réunir, de travailler, levée du secret médical, privation du secret de la vie privée, géolocalisation généralisée, atteinte à la libre disposition de son corps, etc. Formellement aussi, les effets juridiques de la pandémie ont été réels. Les délais de discussion des lois sont réduits au minimum, voire tout simplement inexistants.
Les autorités exécutives disposent de pouvoirs peu contrôlés et la justice consiste globalement en une validation de cet état des choses. Mais le sentiment d'une forme d'adhésion généralisée à celui-ci, ou au moins d'une incapacité réelle à le discuter, peut se constater aussi, qui ne ferait pas rupture avec la période précédente. Des manifestations du droit apparemment exceptionnelles, mais contrairement peut-être à ce qu'on peut penser encore une fois spontanément, ces manifestations exceptionnelles n'emportent pas, à peu de choses près, qu'on puisse conclure au caractère exceptionnel du mode de gouvernement en période de pandémie. Toutes ces manières, réduction des libertés et affranchissement des procédures traditionnelles du gouvernement n'ont peut-être pas incarné un mode de gouvernement exceptionnel en raison de la pandémie et ont peut-être au contraire assuré une très grande continuité du mouvement. Si tel est le cas, la gestion de la pandémie a géré alors comme un projecteur sur un phénomène qui a pris corps depuis longtemps. Et la parenthèse qu'on dit souhaiter voir se refermer avec la fin de la pandémie ne serait pas une parenthèse, mais bien un prolongement. Même si c'est très visible, les plus visibles vont sans doute s'estomper un peu après. Et si c'était donc le cas, nous ne devrions pas parler du monde d'après, mais d'une certaine marche du monde toujours confirmée et renforcée. Alors qu'en est-il? D'abord, aussi saillantes que soient les différentes manifestations d'un droit qui serait d'exception, il en est peu finalement pour s'y arrêter. Il y a eu des manifestations, bien sûr, mais si on y réfléchit bien, d'une assez faible ampleur. Les intellectuels ne sont pas très présents non plus sur ce front. Et puis deux exemples simplement anecdotiques qui me concernent. Si par exemple je dis en direct sur une chaîne de télévision qu'évidemment le droit n'est pas un obstacle à une quelconque mesure prise aujourd'hui par le gouvernement, eh bien personne ne s'en étonne et un sénateur renchérit en disant mais bien sûr que le droit n'est pas un obstacle. Et ça ne fait pas sujet. Si je dis ailleurs que les juges ne jugent plus comme des juges, eh bien ça ne fait pas sujet non plus. Et récemment d'ailleurs, un éditeur vient de me le dire. C'est très intéressant, c'est même très vrai ce que vous dites. Mais vous savez, ça n'est pas un sujet qui soit digne d'intérêt aujourd'hui. Et si ça n'est pas un sujet, c'est peut-être parce que ce qui se passe ne rompt pas avec le fond commun sur lequel nous vivons. Et ce fond commun, c'est ce qui fait notre démocratie. Alors, je vais avancer doucement. Contrairement à ce qu'on lit et on entend souvent, la démocratie, celle que nous vivons, ça n'est pas une simple procédure qui permettrait à tous de participer, même de loin, par l'élection, à la décision publique, c'est-à-dire à la fabrication du droit. Même si c'est ainsi que nos institutions paraissent l'entendre. On sait bien que l'élection ou même l'organisation de référendums ne sont pas suffisants en soi pour garantir une démocratie, pour garantir la démocratie que nous vivons. Beaucoup de pays dans le monde pourraient ainsi être qualifiés de démocratiques, alors qu'il nous semble qu'ils ne le sont pas vraiment. Car la démocratie, je le répète, que nous vivons est un fond, celui sur lequel ou à partir duquel on parle d'une même voix. Pas la voix exprimée par le suffrage, même s'il y a souvent coïncidence entre les deux, mais celle qui se construit à partir des mêmes mots qui transmettent une vision du monde et des liens sociaux. Parce qu'il existe des mots dont l'usage est très largement partagé et qui véhiculent une vision du monde qui a à voir avec ce qui se passe. En effet, l'observation de ce qui se dit dans les journaux, à la télévision, dans les publicités, aussi bien dans les spots audiovisuels que dans les affichettes dans les commerces, dans nos conversations du quotidien, dans notre littérature artistique ou scientifique, eh bien, l'observation de ces différents discours laisse peu de doute sur l'existence de ces mots ou de ces principes qui sont autant d'idées sur le monde qui nous entoure et sur nos manières de nous voir et de nous mouvoir dans ce monde. J'y viens, en apportant cette dernière précision que la particularité de ces mots et de ces principes, c'est qu'ils sont en quelque sorte par eux-mêmes
indiscutables pour notre époque, ce qui leur assure une très grande diffusion. Premier exemple, je vais en prendre 3. Qui que l'on soit aujourd'hui, peut-on voir d'un mauvais œil les termes de confiance, de bienveillance ou de transparence? N'a-t-on pas presque tous un allant naturel pour ces mots au principe évocateur, à l'instar d'ailleurs de celui de démocratie? Ce sont ce que j'appelle des termes de ralliement. Si dans notre esprit critique on parvient à voir que le terme de confiance, de bienveillance ou de transparence peuvent faire l'objet d'usages détournés ou simplement stratégiques, eh bien on est de toutes les façons conduit à abaisser le niveau de la critique par la présence même de ces mots, car ils évoquent chez le plus grand nombre d'apparents bons sentiments que leur critique heurterait trop violemment, car en même temps c'est nous que nous critiquons. Ce fond de notre organisation sociale se trouve partagé à presque tous les niveaux de parole et de réflexion, de l'individu à l'association, au commercial, au gouvernement, à l'administration. Et sans surprise, il s'inscrit dans le droit. Depuis quelques années, je peux citer nombre de textes de droit, lois, règlements, dont les intitulés s'appuient de manière nouvelle sur le terme de confiance, ce qui marque l'importance sociétale de ce mot qui est apparu récemment. Voici un petit inventaire, inauguré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, suivi ensuite de la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, décret du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de tiers de confiance, arrêté du 18 janvier 2012 relatif au référencement de produits de sécurité ou d'offres de prestataires de services de confiance, décret du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance pour les besoins de la sécurité nationale, décret du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article, etc., etc. Loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Ordonnance du 4 octobre 2017 relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques. Loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Et récemment, loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Si on s'arrête un instant, on voit bien qu'on compte sur l'effet induit par les mots. Car comment peut-on imaginer améliorer le système de santé par la confiance et la simplification? Et puis, en ce moment, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire est en cours d'adoption. Encore une fois, c'est nouveau. C'est très intéressant d'étudier les intitulés des lois. Donc depuis 2004, on a toute une palanquée de textes juridiques qui s'appuient sur l'idée de confiance. De toute évidence, de quelque côté d'ailleurs en fait que l'on soit, l'analyse par la confiance ou son prétendu inverse d'ailleurs la défiance, écouter la radio tous les jours, est une forme de garantie, de crédibilité, de légitimité d'analyse. Si on parle de confiance, si on parle de défiance, c'est qu'on parle bien. Qui ne se retrouve pas dans ce terme-là? J'aurais pu évoquer celui de la transparence qui fait Flores également. Un deuxième mot maintenant, dont on peut presque saisir d'emblée la logique, et qui semble gouverner nos pratiques, à tous et à chacun. Le risque. Le risque. Qui peut dire que ses propres décisions ne sont pas souvent fondées sur l'existence, réelle ou non, fondée ou non, d'un ou de plusieurs risques? Risque matériel, risque humain, risque financier, risque juridique, risque de sanction, risque de propagation du virus. Le droit en a été aussi le réceptacle. L'idée de risque est venue même envahir la sphère publique là où elle était absente auparavant. La liste
est plus grande encore que pour celle de la confiance, en ce qu'elle comprend beaucoup de textes techniques en raison des risques identifiés récemment, par exemple, un décret du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au rayonnement ionisant et non ionisant. Le vocabulaire du risque a été l'objet des normes publiques déjà depuis la Première Guerre mondiale, qui a généré à sa suite toute une série de textes sur les risques donc liés au conflit armé, risque de bombardement, risque de guerre maritime, risque de stock, risque monétaire, et elle a évolué sans discontinuer. Risque du travail, risque vieillesse, l'idée de prévention des risques aussi a fait florès depuis la loi de 1976 sur la prévention, sur le développement de la prévention des risques professionnels, puis loi de 85 sur la protection des travailleurs contre les risques professionnels encore, puis loi de 91 portant le même titre. L'idée de prise en compte du risque est aujourd'hui une quasi-obligation de toute activité, l'activité juridique comprise, souvenez-vous, l'histoire des enfants dans les écoles. C'est Frank Knight, l'un des fondateurs de l'école de Chicago. L'école de Chicago est connue comme cette école de pensée économique à l'origine de la pensée néolibérale. Donc c'est Frank Knight qui, en 1921, a théorisé la question de la gestion des risques avec son ouvrage Risk, Uncertainty and Profit, risque, incertitude et profit, qui vise notamment à éclairer les conditions de la concurrence et leur optimisation pour éviter les pertes. Et à la suite, le livre visionnaire d'Ulrich Beck, La société du risque, en 1986, évoquait le fait que le risque était devenu la mesure de notre action. Mais ce livre n'a pas du tout infléchi le mouvement qui n'a fait que continuer de progresser jusqu'à ce que le risque devienne même la mesure du droit. Parce qu'en effet, depuis, notamment, mais avant en réalité, mais depuis le début de la pandémie, on ne compte plus les décisions de justice qui sont motivées à partir de l'idée de risque. Lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel, cet organe qui est censé s'assurer que les lois ne sont pas contraires à la Constitution. Lorsque le Conseil constitutionnel valide le pouvoir qui est donné au Premier ministre et au ministre de la Santé d'ordonner la fermeture des établissements recevant du public ou d'interdire les manifestations et les réunions publiques, eh bien, il le fait, il valide ce pouvoir, le Conseil constitutionnel, en se fondant exclusivement, je dis bien exclusivement, sur l'idée de risque, et sans vérifier le caractère excessif ou disproportionné de ses pouvoirs. Je vous invite à aller voir la décision du 9 juillet 2020, par exemple, points 21 et 24, où cela est extrêmement clair, c'est-à-dire que la liberté de l'homme, qui figure dans le texte constitutionnel, là où ne figure pas celui du risque, la liberté de l'homme n'est pas une mesure de l'action, tandis que le risque, lui, est une mesure de l'action. Et même, à minima, c'est l'évocation seulement du risque qui devient la mesure de l'action. On ne vérifie même pas si le risque est réel, s'il est fondé ou non. Donc il a entièrement remplacé, par exemple, il aurait entièrement remplacé l'idée de liberté dans la pensée du droit, mais je crois que c'est déjà beaucoup une pensée de notre quotidien. L'existence du risque est promue à tous les niveaux et surtout aujourd'hui dans l'espace public. Il est valorisé par des associations, organismes et courants de toute obédience et presque complètement normalisé dans l'espace social. Nous vivons sous l'empire du risque et ce risque diminue partout nos espaces de vie physiques et mentaux, sans que de véritables discussions ne s'engagent à ce propos, puisque le risque est l'argument pour la décision. Dernier exemple, enfin, de cette même voix que nous semblons, même à notre corps défendant, parler, et qui fait le fond de notre société politique, mais pas des moindres. Qui peut dire qu'il
qui ne se laisse pas assez fréquemment guider par la nécessité. La nécessité qui s'imposerait à lui ou à elle et qui lui laisserait ainsi peu de choix. Le « je ne peux pas faire autrement », appuyé sur l'idée de nécessité, parfois autrement appelé principe de réalité, résonne assez bien avec le refrain gouvernemental, période de pandémie ou non d'ailleurs. C'est une rhétorique des faits, une rhétorique des données qui s'imposerait et qui emporterait presque mécaniquement décision. Le juge, encore une fois, a pris acte de cette façon de penser. Voici par exemple une ordonnance du Conseil d'État en date du 6 septembre 2020, par laquelle il dit, je cite, « sans enlever un mot, ni en ajouter un, la situation de pandémie impose au pouvoir public de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation d'une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 30 000 décès en France. » C'est la situation qui impose la décision. Et puisque la situation impose la décision, eh bien, il n'y a pas à réfléchir. Cette manière de décider, selon laquelle les faits imposent la décision, c'est-à-dire le droit, qui fait la part belle à la nécessité, n'est pas nouvelle. On la connaît déjà historiquement sous différentes versions. Et la dernière est macabrement connue comme étant celle de la pensée nazie. Il s'agit de faire en sorte que le droit sorte des faits. Ex facto ius oritur, dit-on en latin, c'est-à-dire que le droit dérive de ce que sont les choses, en tout cas doit dériver de ce que sont les choses avant que nous les corrigions par le droit. Ainsi, pour les auteurs de la pensée nazie, la race aryenne étant considérée comme naturellement, c'est-à-dire dans l'ordre des choses supérieures, il fallait rompre avec un système de droit qui met ses membres à égalité avec les autres. Toute règle de droit fruit de la réflexion humaine étant considérée comme une dégénérescence. Le système de droit nazi fait ainsi place à la spontanéité, à l'ordre du chef, à l'obéissance à l'ordre du chef, sans que, ni derrière l'ordre, ni derrière l'obéissance, il n'y ait une véritable réflexion, seulement une matrice unique, la croyance dans les vertus de ce système. Pour discuter l'ordre du chef, il faut discuter la croyance. Or, les croyances, quelles qu'elles soient, sont les choses les plus indiscutables du monde. En faisant aujourd'hui de la nécessité, il y a la nécessité économique. Nombre d'acteurs de ce système disent que les gouvernements n'ont pas le choix des mesures à prendre. Il y a la nécessité de la sécurité. Pour lutter contre le terrorisme, qui est une nécessité, il faut limiter les libertés, il n'y a pas le choix. La nécessité de la santé. Pour lutter contre le virus, il faut limiter les libertés, il n'y a pas le choix. En faisant donc de la nécessité la matrice du système juridique, on parvient encore plus à rendre les décisions indiscutables. Qui peut raisonnablement discuter dans l'espace public social de la nécessité de lutter contre le virus sans s'exposer à la vindicte populaire? La nécessité sert d'argument en ne présentant toutefois pas de caractère discutable, c'est-à-dire en ne supposant pas de contre-argument, parce qu'il existe de toute évidence une croyance dans la vertu de la décision fondée sur la nécessité. Dans une organisation sociale fondée sur la compétition entraînée par l'élection, ce qui serait la démocratie, et donc sur la discussion que les idées des uns et des autres entraînent, l'indiscutabilité de la nécessité présente un très grand avantage, puisqu'elle tend à réduire à néant toutes les oppositions possibles, qui plus est, sans la violence directe. Alors je voudrais évidemment quand même dire 2 ou 3 choses sur ces mécanismes de croyance spontanée, en sachant que, quoi qu'il en soit, ça n'empêchera personne de croire à la nécessité et aux décisions qui sont dites fondées sur elle. Donc c'est bien, on peut convenir intellectuellement de quelque chose et s'empresser aussitôt de faire le contraire de ce qu'on a conseillé. Alors d'abord, il faut dire que les faits en eux-mêmes n'imposent aucune décision à prendre. C'est leur interprétation et la vision du monde qui nous guide qui détermine les décisions. Ce n'est pas parce qu'il y a pandémie que nous devons prendre telle ou telle décision et qu'aucune autre n'est possible. C'est parce que nous voulons ou ne voulons pas vivre de telle ou telle manière que la décision s'impose, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est donc ce que nous voulons
pour nous-mêmes qui doit être discuté, avant que de faire le lien avec des faits. Mais le plus souvent, nous faisons l'impasse sur cette discussion. Ensuite, on comprend que ce sont les faits tels qu'ils sont présentés qui peuvent être discutés, mais voilà, ils sont rarement discutés. En réalité, comme si presque c'était grossier de discuter les faits. La plupart des faits ne s'imposent à nous que dès lors que nous les disons. Les faits sont multiples, pratiquement infinis dans leur manifestation. Il se passe continuellement des choses de tous ordres. Le merle qui mange des vers, le vent qui fait tomber les arbres, l'employé de Pôle emploi qui catégorise un chômeur, un virus qui circule de corps en corps. Nous faisons toujours une sélection dans les faits, une sélection de ceux des faits dont nous disons qu'ils s'imposent à nous de telle sorte qu'ils emporteraient mécaniquement décision. Plus même, nous interprétons constamment les faits pour les rendre objectifs, ainsi de notre pratique du chiffrage. Alors que les chiffres, encore une fois, ça n'existe pas à l'état brut, il n'y a pas de chiffres dans la nature ne connaît pas les chiffres, nous les avons construits comme une grille d'interprétation du monde. Et pourtant, nous avons entendu tout l'été sur nos ondes radio qu'on pouvait débattre de tout sauf des chiffres, alors que précisément les chiffres sont des constructions éminemment discutables et toujours. Donc, avant les faits qui emporteraient décision, il y a une vision du monde qui détermine les faits, qui détermine ceux que nous choisissons et la manière dont nous les interprétons. Mais nous préférons penser que les faits s'imposent à nous, ce qui fait aussi le succès du fameux principe de réalité. C'est très pratique, et ça restreint, voire ça évite complètement la réflexion sur la décision, c'est-à-dire sur ce que nous voulons vraiment. Ainsi, nous nous habituons à passer outre les libertés parce que les restrictions sont guidées par les faits et ne nous imposent pas de réflexion, de discussion, de controverse, de délibération. Tous ces phénomènes qui sont par voie de conséquence connotés presque négativement en cette période. La réalité est que depuis les années 80-90, le niveau de protection des droits et des libertés n'a cessé de baisser. Chaque loi, étonnamment appelée sécurité-liberté depuis 30 ans, supprime chaque fois un niveau de garantie en autorisant au moins une possibilité supplémentaire d'intrusion dans la vie privée, en permettant une restriction supplémentaire à la liberté d'aller et venir, en minimisant le rôle d'un juge qui pourrait arrêter ou sanctionner l'action des autorités judiciaires et administratives. À la suite, l'ensemble des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence déclaré à la suite des attentats terroristes, pouvoir de perquisition plus grand, allongement de la durée des gardes à vue, motifs supplémentaires de mise en examen et de condamnation, peines alourdies, eh bien cet état d'urgence a été prolongé en devenant le droit ordinaire, c'est-à-dire pas un droit de l'urgence, mais assurément un droit de la nécessité et du risque. La crise des Gilets jaunes a encore emporté des mesures supplémentaires de restriction, et la pandémie n'a apparemment pas fini d'être la source des limitations de liberté. Les taux se resserrent doucement, et on s'habitue à vivre autrement, sans contestation réelle, significative. En discutant même avec les uns et les autres, on peut s'apercevoir que tous ne ressentent pas la restriction des libertés, ou en tout cas défendent souvent l'idée de leur nécessité. À cet endroit, la notion d'habituation me semble intéressante, plutôt que celle d'adhésion ou d'acceptation. Parce que contrairement aux idées d'adhésion ou d'acceptation, l'habituation ne suppose pas nécessairement une forme de volontarisme conscient, mais un processus plus diffus de pénétration. Et par ailleurs, la notion d'habituation permet de ne pas faire qu'à s'intéresser à la partie énergie de l'iceberg. En effet, l'adhésion ou l'acceptation suppose de s'intéresser à ce qui est accepté et laisse évidemment pour toi ceux qui se demandent pourquoi nous acceptons aussi facilement autant de restrictions. Tandis que si nous nous intéressons à la question par l'habituation, cela permet de s'intéresser à ce qui entoure le phénomène et permet peut-être de comprendre pourquoi, comme on dit, ça passe.
ça passe. Ça passe donc parce que, d'abord, on l'a vu, ça se construit sur un fond commun, caractérisé par le langage sur lequel s'édifie une manière de vivre et de penser, et qui a pour cause et pour effet de moins penser en termes de liberté, ou en tout cas, de penser surtout à partir de ce qui ne constitue pas les libertés. En effet, la confiance, le risque, la nécessité ont pour point commun d'éviter ce sujet par la non-pensée qu'elles instituent à la base de la décision. Ce point est, je pense, fondamental et il est sans doute amené à faire d'autres petits à l'avenir. Mais s'agissant spécifiquement des libertés, et s'agissant de notre rapport à ce que doit valider le droit en démocratie, je crois qu'on peut encore identifier 4 phénomènes expliquant cette habituation, en plus du langage, à une restriction importante de nos libertés, qui tendent aussi à limiter l'espace de l'élaboration et de la réflexion à la base de la décision publique. Et ce sera là la dernière partie de cette conférence. Comment le droit réceptionne continuellement des pratiques hors des libertés, sans paraître sortir du cadre démocratique, puisque on s'y est habitué sans rupture réelle. Premier phénomène, la question de la violence et de la sanction. Alors, sans aucun doute, la violence physique a-t-elle un rôle dans ce qui paraît être une adhésion au droit ? La répression violente, voire très violente des manifestations ces dernières années, visible notamment dans la période des Gilets jaunes, et faisant que les manifestations tendent à perdre leur caractère populaire et bon enfant. On hésite d'ailleurs désormais à emmener ses enfants dans les manifestations, et on craint pour eux s'ils se trouvent à proximité. Les sanctions pénales, financières, progressivement plus importantes, pour des comportements autrefois bénins, participation à une manifestation justement, ont eu aussi un effet dissuasif de la contestation. De la même manière, beaucoup de personnes déclarent s'être fait vacciner uniquement pour des raisons pratiques et pas par conviction, pour voyager, pour aller au spectacle, pour aller au café même. Bon, ces derniers points tendraient aussi à montrer que, tout de même, la violence n'a pas à être bien grande pour obtenir un comportement souhaité. Supprimer les restaurants et les cafés pour obtenir la vaccination à aujourd'hui près de 75% de la population, c'est-à-dire concrètement 88,3% de personnes majeures complètement vaccinées au 5 novembre, j'ai tout de même connu une mesure plus sévère pour obtenir un tel résultat. Peu de violence apparente, donc, pour obtenir une si grande couverture vaccinale d'un côté et habituation à la grande violence d'un autre. Quand des personnes sont mutilées, quand des adolescents sont quasiment mis en joue et à genoux et de dos par des policiers, comme à Mantes-la-Jolie en décembre 2018, quand des personnes privées se prennent pour des policiers, même lorsqu'elles sont condamnées en première instance à un enferme, on voit bien, d'un côté, qu'il n'est pas dans l'esprit des gouvernants de se considérer alors hors du champ normal de l'exercice du pouvoir. Cette violence ferait maintenant presque partie de l'exercice normal du pouvoir. Et d'un autre côté, l'esprit public, celui des médias, celui de la rumeur, celui de la foule, comme sans doute celui de l'élection, n'ont pas et n'auront sans doute pas pour effet de les faire considérer autrement. On s'habitue, même à la violence. Deuxième phénomène, contribuant, il me semble, à une habituation collective à moins de liberté, dans le cadre d'un droit qui en réceptionne la philosophie. Les autorités publiques ne sont pas les seules à promouvoir des limites à la jouissance des libertés, puisque la société civile le fait aussi, qui même demande toujours au droit et au gouvernement de formuler des limites nouvelles. Le domaine de la liberté d'expression est particulièrement touché. Depuis quelques années, plusieurs lois dites mémorielles ont pénalisé l'expression de certaines idées ou opinions formulées à propos d'épisodes historiques qu'il est ainsi interdit de nier, et ça paraît naturel à bien des personnes. C'est pour l'instant le véritable effet des lois mémorielles adoptées depuis la fameuse loi Guesso du 13 juillet 90, tendant, je cite, à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Il s'agit de faire que tous, au nom de la loi, puissent porter des jugements sur les paroles qui contrarieraient dans leur contenu ce qui est raconté ou reconnu par la loi. Il y eut donc aussi après la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi Taubira,
puis la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui permet aux associations de se porter partie civile dans des procès pour discrimination, diffamation ou injure. Puis enfin, la loi de janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a instauré un délit très large de négationnisme des crimes de génocide. Il n'est pas ici question de savoir si les causes sont justes ou non, elles le sont presque toujours, mais de savoir ce que, en leur nom, ou plutôt en leur prétexte, on est conduit à faire, à savoir limiter des libertés, et notamment celle de dire. Ce qui est frappant depuis 2 décennies environ, ce sont ces demandes fréquentes et insistantes auprès des institutions de produire un discours sur les faits, tant au niveau national qu'international, dont la conséquence est une restriction du champ légal de la parole. Particulièrement, par exemple, s'est fait un jour un nouveau droit à la vérité, que les institutions internationales promeuvent. Il y a même, savez-vous, une journée internationale du droit à la vérité le 24 mars. Alors logiquement, évidemment, la loi a aussi pénalisé la diffusion des dites fausses nouvelles, dernier avatar des discours à ne pas tenir. Et à ces différentes demandes de pénalisation, c'est-à-dire d'interdiction de parole, s'ajoutent des demandes spécifiques en faveur de certaines paroles, dans le cadre d'une forme de surveillance sociale rampante, et toujours, je le répète, pour des motifs légitimes. Il faut donc plus de diversité à la télévision, il faut imposer une égalité du temps de parole ou de publicité, il faut en interdire d'autres. La fameuse cancel culture, c'est-à-dire culture de l'annulation, comme celle en anglais c'est annuler. Une expression qui désigne une manière d'écarter de l'espace public des discours qui contrarient une certaine vision de l'ordre social. Cette culture n'est pas majoritaire aujourd'hui, mais elle s'imprime de plus en plus comme une sorte de normalité. Ainsi, des pétitions et des alertes médiatiques sont orchestrées pour interdire telle ou telle personne de se rendre dans un lieu ou un événement pour parler, faire que tel ou tel spectacle ne se produise pas, obtenir des excuses publiques et contraintes pour la publication d'un dessin dans la presse, et tout cela pour le moment, en dehors des clous spécifiquement posés par le droit, faisant que dans la vie quotidienne, chacun est néanmoins porté à s'auto-censurer. Dans la vie quotidienne et dans la vie publique, clairement, je ne suis pas libre comme professeur de m'exprimer librement et je dois toujours trouver des manières de dire qui ne supposent aucune ambiguïté. Et dire cela même est problématique, car cela peut supposer que je puisse penser des choses qui ne sont pas éthiquement pensables, sur le fondement d'une seule vision non condamnable du monde. Et de cette manière, inévitablement, le langage se réduit, car de fait, peu de choses ne supposent pas l'ambiguïté. Et il en va de nos libertés comme du langage, puisque les unes suivent l'autre. Nos libertés se réduisent sans qu'on puisse ne faire que l'attribuer à une extériorité violente, à une caste non démocratique. La restriction de nos espaces de vie, espaces physiques et espaces mentaux, est un mouvement sociétal général. Il s'agit de penser à l'intérieur d'un cadre délimité et normalisé, avec des catégories communes et un langage restreint, la confiance, le risque, la nécessité, la vérité, la transparence, la bienveillance, la crédibilité, la responsabilité, etc. Avec une organisation claire d'un système de sanctions juridiques ou sociales pour tout dépassement de frontières. Même la critique se fait le plus souvent dans ce cadre délimité. Troisième phénomène qui entoure la restriction de nos libertés et qui nous y accoutume, la préférence sociale grandissante pour des causes plutôt que pour des libertés. L'idée implicite, car ça n'est pas nécessairement formulé ou pensé en tant que tel. L'idée implicite est de minimiser la jouissance des libertés dont le fondement est une forme d'universalisme des individus qui auraient tous donc les mêmes droits, même si dans les faits ça n'est pas vrai, au profit d'une forme de singularisme dont il importe qu'il soit reconnu par la loi. Si on voit toujours des personnes se battre pour des libertés traditionnelles, ils sont plus nombreux, plus actifs, plus visibles. Ceux qui se battent aujourd'hui pour des causes singulières, tendant à ringardiser les combats les plus classiques en la matière. Il faut être féministe, il faut être
pro-LGBTQ. Et on peut rajouter d'ailleurs des initiales, car à certains égards, le contexte des causes est particulièrement concurrentiel, en ce qui serait peut-être la version non économique du néolibéralisme. Et en plus, il faut défendre des causes, encore le faut-il souvent de loin, car progressivement, la défense de ces causes n'est considérée comme légitime que si elle est le fait des personnes directement concernées. Aux femmes, la défense du féminisme, aux homosexuels, la défense de leurs droits, bref, aux seules personnes membres d'une catégorie concernée, la défense légitime de leurs droits. Encore une fois, il ne s'agit pas de questionner la légitimité de ces combats, il s'agit seulement de constater que, ce faisant, ils excluent les uns et les autres de leur défense, ils séparent les uns et les autres en fonction des causes à défendre, et les uns et les autres imposent le silence aux autres, au nom des meilleures causes, au nom des motifs les plus légitimes. Cette ambiance sociale montante est progressivement relayée par le droit, qui doit prendre acte de ses revendications particulières, mais toujours légitimes, et tend donc à empêcher la discussion. Car, encore une fois, ce qui apparaît d'emblée comme légitime ne se discute pas, ni dans le principe, ni hélas dans les conséquences à donner. Le silence est ainsi de mise qui remplace les anciennes et bruyantes manifestations en faveur des libertés. Quatrième phénomène enfin, que je peux identifier comme concourant à l'habituation à des restrictions des libertés, peut-être un peu à part des trois autres, mais qui est également repérable dans le même temps. Le fait qu'on constate une assez grande continuité du droit en ce qui nous est familier et pas exceptionnel, même s'il subit lui aussi quelques modifications. À propos du droit et du système de gouvernement qui le soutient, on constate en effet une absence d'un sentiment de rupture. Parce que globalement, les règles de filiation, de conjugalité, de succession évoluent, mais sans révolution apparente. La propriété s'organise de manière assez constante, propriété matérielle comme propriété immatérielle. La fiscalité est comparable et en tous les cas discutable, toujours selon les mêmes modalités, impôt direct, impôt indirect, niveau de taxation, etc. Le droit de la construction reste relativement identique. La nomenclature des crimes, délits et contraventions reste comparable, même si on y ajoute quelques infractions spécifiques, par exemple le non-respect des normes dites anti-Covid. Quand bien même on peut à l'analyse constater que ces différents champs du droit ont beaucoup évolué ces dernières années, par l'effet d'une philosophie que l'on qualifie désormais le plus souvent de néolibérale, eh bien leur pérennité pendant la période pandémique, la relative invisibilité des changements autant que notre habituation, à l'instar de la flexibilité du travail ou d'une protection moindre des travailleurs, salariés ou non, marque bien une absence vécue de rupture. Et en l'absence de rupture ressentie, c'est un sentiment implicite de confort qui l'emporte pour le plus grand nombre. Dans tous ces changements, rien ne change vraiment. Et peu importe d'ailleurs si tous savent combien d'autres en permanence et depuis longtemps sont dans une situation d'inconfort. Après tout, quoi de neuf aussi de ce côté-là? Ce que nous appelons les inégalités ou ce que nous pouvons voir de ce que certains sont amenés à être traités comme des chiens, les chauffeurs-livreurs, les travailleurs étrangers non déclarés, les immigrés en centre de rétention, les détenus qui croupissent dans des lieux insalubres et surpeuplés, les enfants, les personnes maltraitées en famille ou en institution, jusqu'au cadre dont le cerveau est lavé et contraint d'adhérer avec joie à la culture d'entreprise, chair à canon de la culture des échanges mondialisés. Peu importe, il suffit que nous ayons le sentiment que rien vraiment ne change. Et de fait, la restriction des libertés, les violences sociales, ne relèvent pas de l'ordre du changement. Alors voilà quelques éléments qui, je pense, peuvent nous renseigner sur les liens entre droit et démocratie pendant la pandémie du Covid-19. Ils sont restés dans un rapport relativement identique, selon une logique qui donne la priorité à des faits, à des mots ou à des idées telles qu'ils paraissent toujours s'imposer à nous. La prise de décision consiste presque exclusivement à gérer et à éviter le risque, à suivre des faits présentés comme ayant un caractère d'urgence, à valider des causes
suppose légitime à suivre la vérité, faits, mots et idées, à partir desquels on peut estimer un gouvernement en confiance, non parce qu'élu démocratiquement, mais parce que suivant toujours des mots, faits et idées, selon une logique où peu d'efforts sont faits pour leur apporter une autre interprétation que celle qui s'impose selon toute évidence, une évidence donc qui tient lieu de démocratie et qui façonne le droit. Il suffit d'y croire. Pourquoi alors est-on préoccupé de choisir un gouvernement selon des procédures dites démocratiques pour éventuellement privilégier une certaine idée de ce qu'on veut pour l'avenir des hommes, puisque ce sont d'autres considérations que l'on fait primer dans notre quotidien? Alors sur le plan de la connaissance des choses, il en résulte que si on ne voit la période de pandémie de Covid-19 que comme une parenthèse, on ne s'autorise évidemment pas à comprendre ce qui se passe, et encore moins à afficher la tendance. Le monde d'après, c'est le monde de maintenant, qui était déjà le monde d'hier. Et je dirais que, pour terminer, ce mouvement très repérable, je ne le considère pas nécessairement comme immuable, ni comme ne faisant pas l'objet de contestations permanentes, ni d'ailleurs de contestations portées par... excusez-moi, c'est évidemment toujours à la fin que ça se produit. Donc, je ne considère pas nécessairement le monde que je viens de décrire comme immuable, ni comme ne faisant pas l'objet de contestations permanentes, mais on ne doit pas oublier non plus qu'on sait maintenant, avec l'exemple du capitalisme, dont la réussite tient notamment à sa capacité à digérer sa critique. Or, il n'est pas douteux que les évolutions des régimes de droit et du gouvernement contemporain ont partie liée avec celle du capitalisme et que donc les critiques qu'on leur adresse ne peuvent avoir éventuellement pour effet que d'en renforcer le principe. Alors cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faille pas exercer la critique, mais aussi juste soit-elle, il faut s'attendre à ce qu'elle ne fasse pas frémir d'un poil le mouvement en marche. Voilà. J'ai bien conscience que beaucoup d'autres choses auraient pu être évoquées dans cet exposé, que sans doute vos préoccupations sont à la fois plus grandes, plus particulières, peut-être même décalées par rapport à ce que j'ai pu exposer, mais il m'a semblé que poser ce cadre n'empêcherait pas qu'on y voit au travers, pour que chacun puisse saisir quelque chose qui fait écho à sa propre manière de vivre ce mouvement. Je vous remercie.